les entretiens, ça se prépare. D'accord? Ça se prépare. Même si on a le meilleur CV du monde, si on n'arrive pas préparé, si on arrive avec des questions un peu fluffy, comme on dit en anglais, non. Je pense que là, on jette toutes ses chances à la poubelle. Bienvenue sur Muslim Makers, le podcast où je pars à la rencontre de musulmans ambitieux, au parcours atypique et inspirant. Gérer un bon boss dans une société peut-être médiocre vaut mieux qu'un boss médiocre dans une super boîte. N'oubliez pas de vous abonner sur Apple Podcast ou toute autre application de podcast. Bonne écoute. Salam alaikum Alia. Wa alaykoum salam, Merci d'avoir accepté mon invitation. je t'en prie. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc, alors, je m'appelle Alia Khattab, j'ai 37 ans, originaire de la région parisienne, mais expatriée à Londres depuis 2008, depuis 12 ans maintenant. Mhm. Voilà, et donc en ce qui concerne mon parcours, je me suis expatriée à Londres essentiellement pour des raisons professionnelles. Donc, je travaille aujourd'hui au sein d'une société qui s'appelle ServiceNow, pour ceux qui connaissent. Donc, c'est un éditeur de logiciels américain et je fais partie de leur équipe Talent Acquisition, en d'autres termes, l'équipe recrutement. D'accord. Qu'est-ce qui t'a Mhm. emmené à venir en Angleterre? Alors, je suis un peu partie, j'irai en 2008. Alors, en 2006, j'avais fait un week-end à Londres. Hein, je crois que ça a été un peu révélateur pour moi, où j'étais tombée amoureuse de la ville, de sa diversité. C'est une ville très dynamique. Donc, j'avais 2 ans d'expérience en cabinet de chasse à Paris. Et on couvrait l'Europe. Donc, je travaillais déjà en anglais. Donc, je partais avec quand même, je dirais, un anglais relativement convenable. Mhm. Et j'ai postulé pour un cabinet de chasse anglais. Je sais qu'ils recherchaient des profils internationaux. J'ai fait un entretien sur les Champs-Élysées. Je me rappelle, c'était en avril 2008 et mai 2008. Je faisais mes bagages et je démarrais au sein de ce cabinet, Morgan Levy. 3 mois après, on entre dans une des plus grosses crises financières du siècle, le credit crunch. Hein. Je travaillais dans la City, donc je me rappelle dans les rues, hein, tu voyais des employés quitter les bureaux avec leurs cartons. Ah C'était ouais? assez désolant. Effectivement, oui, il y avait des banques d'investissement qui avaient mis les clés sous la porte. Mhm. Donc moi, j'ai tenu, c'était assez difficile. Donc on avait la pression du chiffre. Mhm. C'était plutôt dur. J'ai tenu, mon patron est parti. La société a ensuite été rachetée, mais après 2 ans, moi, j'avais rejoint une société en interne et les choses s'étaient un peu essoufflées. Voilà pour l'histoire. Et D'accord. donc, après 12 ans, donc maintenant, c'est vrai qu'essentiellement, j'étais partie pour 1 an ou 2. Et puis, le temps passe. Tu te maries, j'ai 2 enfants. Donc, je suis un peu installée. On est un peu enracinés maintenant aujourd'hui au UK, même si on a des attaches profondes avec la France. Hein. J'y suis au moins 3 fois par an. Mais je pense qu'aujourd'hui, ma vie, elle est au UK, peut-être pour toujours, on verra. Mhm. Seul Dieu le sait. Ok, bah, super. Bah, écoute, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené à travailler dans ce domaine? Oui, alors, donc, je pense que personne n'aspire à faire du recrutement. Hein. Il faut être honnête. Je pense que mes collègues, confrères et consoeurs diront tous qu'on tombe un peu dans le recrutement. C'est vrai qu'après la fac, moi, j'avais intégré un cabinet de chasse qui s'appelait Elitis et qui recherchait des profils bilingues, internationaux. Donc, le fait que je parlais déjà un peu l'anglais et l'arabe, ils voyaient ça comme un atout. Et Mhm. donc, je suis tombée dedans. Hein. J'ai démarré dans la tech. On travaillait à l'époque déjà pour des éditeurs de logiciels, des startups, donc des sociétés qui ont été notamment rachetées par VMware ou Oracle aujourd'hui, pour te Mhm. donner Mhm. une idée. Et je suis tombée dedans. Les études que tu as faites ne te prédestinent Alors, pas. mes études, non, j'ai fait des études, c'était sciences de la communication. En fait, c'était des études qui m'amenaient soit à travailler dans un département de communication interne ou Mhm. externe. Donc, c'était assez littéraire parce qu'on faisait psychologie de la communication, sémiologie, sémantique, donc l'étude du signe,
dans le texte et l'image. Et donc, moi, je me destinais à travailler sur de la communication externe, notamment de la pub. Mais après avoir fait un stage, je pense que c'est un milieu qui ne m'avait pas vraiment... j'avais un peu déchanté. Voilà. Ouais. Donc, je suis tombée dans le recrutement et puis c'est là où ma Pourquoi carrière a débuté. est-ce que ça ne t'avait pas plu la communication, la publicité? Je pense que la publicité, c'est un milieu assez particulier qui répondait pas vraiment à certaines valeurs que j'avais foncièrement. Donc, il y a comme un aspect, je dirais je dirais pas mensonger, mais c'est un milieu assez particulier avec, Mm. juste, c'était pas en cohésion avec certaines de mes valeurs. D'accord, ok. Donc du coup, ces études, tu les as passées à la Sorbonne Voilà, tout à fait. et donc tu as enchaîné chez cette compagnie, Elitis. Sans expérience. Et si j'ai un conseil à donner pour des personnes qui démarrent après les études, c'est de trouver un bon mentor ou boss. Mhm. C'est plus important que de trouver une bonne société. Pourquoi? Parce que ça va être toute ta source de connaissances. Ça va être une personne qui va, soit un bon mentor va te donner tout ce qu'il est là en termes de compétences et de connaissances. Mhm. Mais c'est vrai qu'on est souvent attiré par des belles boîtes. Mais si à choisir, surtout pour une personne qui démarre, à choisir entre un bon boss et une belle boîte, gérer un bon boss dans une société peut-être médiocre vaut mieux qu'un boss médiocre dans une super boîte. D'accord. Est-ce que tu as pu comparer les deux? Oui, effectivement. D'accord. Effectivement. J'ai appris, c'était une personne qui était très senior, hein, qui m'a appris toutes les techniques de chasse, d'approche directe. En fait, ça démarre surtout par toute la veille concurrentielle. Je pense que c'est important. On a souvent tendance à sous-estimer une fonction recrutement, mais on est quand même très intraloqué avec le business. Donc, si on n'a pas une compréhension de la technologie dans son ensemble, je pense qu'on n'est pas à même à pouvoir engager des talents passifs. D'accord. Donc tu as commencé à aimer ce travail sans vraiment... Voilà, je suis tombée dedans, c'est tombé dedans, tout à fait. Donc, j'ai jamais aspiré à faire du recrutement. Je suis tombée dedans et là, ça fait 12 mois. Bien entendu, mon parcours a évolué au cours des ans. Aujourd'hui, comme tu le vois, hein, la technologie évolue, la fonction recrutement évolue en parallèle et se digitalise ou s'industrialise. Et donc, on travaille sur des projets un peu différents, mais je pense il y a beaucoup d'avenir, en tous les cas aujourd'hui, pour des personnes qui seraient intéressées pour rejoindre une fonction de recrutement. D'accord. Et donc, chez ServiceNow, tu es recruteuse. Alors, au sein de ServiceNow, moi, donc, je manage tout le recrutement pour nos exécutifs. Donc, exec, c'est la fonction dirigeante, D'accord. donc directeur et vice president. C'est le plus difficile à recruter en général, non? Alors, c'est oui et non. Donc, la fonction exécutive, ça peut être très politique, hein, surtout. Alors, juste pour revenir de ServiceNow, hein, on est un éditeur de logiciels qui Mhm. fournit des workflows digitaux. Donc, en d'autres termes, on automatise des tâches simples Mhm. avec la technologie des chatbots, la reconnaissance vocale. Mhm. ServiceNow, en 2018, avait fait son entrée dans le classement Forbes des entreprises les plus innovantes au monde. D'accord. Donc aujourd'hui, on a une capitalisation boursière de 30 milliards de dollars Wow. avec un chiffre d'affaires de plus de 2 milliards de dollars en 2018. Là, on va annoncer les chiffres en 2019. Et on a connu une croissance de 30% tous les ans. Hein. Donc, c'est une société, aujourd'hui, on est le futur Microsoft. Notre CEO, c'est l'ancien CEO de SAP, Bill McDermott. C'est vrai que quand tu es en charge de recruter les futurs leaders pour ServiceNow, exec, je dirais qu'il y a beaucoup de travail de facilitation. Mhm. Déjà, forcément, hein, c'est pouvoir influencer au niveau de la présidence de ta société. Et c'est surtout, je dirais, les enjeux.
qui sont peut-être un peu plus importants lorsque tu recrutes un DG pour la France ou même pour l'Europe en termes d'objectifs et d'impact pour la société. Donc, plus difficile, je dirais que c'est des enjeux qui sont un peu différents, beaucoup de visibilité. Donc, moi, je suis constamment en contact avec nos VP aux États-Unis et en Europe, et beaucoup de confidentialité également. Comment est-ce que ça se passe le Donc, recrutement des execs? donc ça va dépendre. Bon, il faut savoir déjà que l'industrie technologie, c'est quand même un monde qui est relativement petit. Donc, on a aujourd'hui, il est facile pour nous de savoir comment tel leader au sein de telle société concurrentielle performe. D'accord? Donc, on a quand même un degré d'information en interne. Mais le challenge pour nous aujourd'hui, et c'est également une autre fonction que j'ai en parallèle, je travaille sur des projets de ce qu'on appelle DIPS, Diversity, Inclusion and Belonging. Donc aujourd'hui, on a un agenda, donc la diversité est top en haut de l'agenda pour nos leaders, et c'est également une raison pour laquelle j'étais vraiment intéressée par ServiceNow. Donc, comment diversifier les équipes? Donc, nous, on ne pense pas en termes de je vais faire un recrutement divers d'une femme ou d'une personne racisée ou d'une personne ayant une orientation différente. On pense en termes d'équipes diverses. Donc, j'ai comme tâche assez difficile d'évangéliser un peu cette politique de diversité. Et au-delà de la diversité, notre directrice RH Monde, qui s'appelle Pat Waders, qui est une personne qui est très inspirante. Elle a mis en place un concept qui est basé sur le sentiment d'appartenance qui va au-delà de la diversité. En d'autres termes, ça ne sert à rien d'avoir des quotas et de se dire tiens, j'ai recruté une personne appartenant à cette minorité. Cette politique ne peut qu'échouer si les personnes des groupes sous-représentés n'ont pas ce sentiment d'appartenance. Et donc, ça va avec des trainings. Donc, on a des formations sur les biais inconscients. On a d'autres formations un peu plus importantes sur... Il y a aujourd'hui des études scientifiques portées par des chercheurs d'Harvard qui disent que les équipes diversifiées et inclusives sont plus performantes que des équipes qui ne le sont pas. Donc, ça, c'est en parallèle de mon travail. Et c'est quelque chose qui me passionne personnellement, mais comme tout travail, il faut bien entendu mesurer les impacts sur le business et avoir les données pour supporter ces programmes. D'accord, donc si on donne un exemple, par exemple, si tu as une équipe de 9 personnes et tu as 4 femmes et 5 hommes, tu vas essayer de recruter une autre femme pour... Non, je pense qu'on arriverait, honnêtement, si tu regardes aujourd'hui les sociétés de la taille de ServiceNow, je pense qu'il faut déjà penser en termes de ce qu'on appelle Total Addressable Market, donc le marché actuel. Si dans le marché aujourd'hui, on le sait très bien qu'il y a malheureusement moins de femmes dans l'industrie technologie, ça va être assez difficile de rétablir une balance. On n'est pas sur du 50-50. On est par contre sur une philosophie et ça ne va pas se faire du jour au lendemain, ça va prendre du temps parce qu'encore une fois, on est en train de travailler sur les mentalités. Et comme tu peux l'imaginer, aux États-Unis, ça fait des années qu'ils le font. En Europe, au UK, ce sont des idées qui sont reçues. Dans d'autres pays, voilà. Ouais. Je pense que cet agenda est un peu plus difficile à conduire. Donc, on n'aspire pas à avoir juste un équilibre sur le genre. On aspire vraiment à créer des équipes diverses. Et ça va au-delà du genre. Je vais te donner un exemple. Moi, personnellement, j'espère cette année ouvrir des formations pour des jeunes qui n'auraient pas fait de grandes études, par exemple. D'accord ? Je pense qu'aujourd'hui, n'importe qui peut apprendre à coder, peut être amené à créer ses propres applications. Et j'ai vu, si je regarde, pas au sein de ServiceNow, mais d'autres sociétés, il y a des équipes qui sont
complètement, voilà, tu vas te retrouver avec un genre dominant, D'accord. avec des personnes qui ont fait les mêmes écoles de commerce, même école d'ingénieurs, qui Oui. ont travaillé pour la même société. Et ben aujourd'hui, ça, c'est considéré comme un risque pour le business. Pourquoi? Parce qu'en fait, si ces personnes, si un groupe qui pense de la même manière se retrouve face à un problème, tu vas avoir qu'une manière de le régler. Oui, d'accord. Donc c'est la même manière de penser et du coup, ben, il n'y a pas. Voilà, tout à fait, tout à fait. Et tu répliques donc ce qu'on appelait, nous, les Golden Boys Club, à savoir voilà, des groupes d'hommes qui ont fait la même école d'ingénieurs et qui viennent de la même société. Finalement, ce n'est pas des personnes qui vont innover. D'accord. Donc, c'est des personnes qui vont avoir des schémas de pensée similaires. Et ça, je l'ai vu au cours de ma carrière. Ça représente un risque pour le business et je pense qu'il est important aujourd'hui de diversifier ces équipes parce que, un, c'est prouvé que des équipes inclusives et diverses sont 3 fois plus performantes que des équipes qui ne le seraient pas. Et puis deux, je pense que c'est également bien d'avoir des équipes qui représentent la société actuelle et notamment les clients à qui on s'adresse. Mhm. Donc est-ce que tu as accès à une dashboard ou à un outil pour pouvoir voir un peu tout ce qui se passe dans la société? Euh, On a des données basées sur le genre. En Europe, on n'est pas prêt encore à faire cela sur. Tu vois, aux États-Unis, il n'y a pas de complexe à avoir des groupes professionnels, donc Black Tech, Latino Tech. mhm. En Europe, on est quand même sur. Il faut savoir, tu travailles dans la tech, les sociétés américaines ont tendance à diviser le monde en trois: Americas, EMEA, Europe, Moyen-Orient, Afrique, comme un bloc uniforme, mais qui ne l'est pas. Et ensuite, APAC, Asia Pacifique. Ouais. En Europe, on est sur une région, c'est la région la plus complexe. On couvre 17 pays, tu as des attitudes différentes, tu as une manière de faire du business qui est différente, tu as une manière de recruter qui peut être différente, tu as des lois du travail qui sont différentes. Donc, c'est également mon rôle d'éduquer un peu mes pairs aux États-Unis et de leur dire attention, cette politique-là, je pense qu'il faut prendre ça avec des pincettes. Je pense qu'il est important d'abord de se focaliser sur le genre ou sur des groupes marginalisés, etc. Donc, ça fait également partie de mon rôle. Nous, on s'engage à prendre le temps d'engager avec ces groupes qui sont moins favorisés. Et je pense que c'est important donc d'avoir une politique de recrutement diverse en ligne avec tous les programmes qui ont attrait à la diversité dans une société. Et il y a différentes manières de le faire. Hein. Tu as différents groupes qu'on peut rejoindre, des conférences Women in Technology, où bien entendu, on est active, Grace Hopper aux États-Unis. Mhm. Donc, on ne mesure pas les retombées de manière immédiate. Par contre, on envoie le message en termes de branding et d'employeur de marque. Je pense que c'est important pour nous d'engager sur ces conférences. Ensuite, aujourd'hui, au niveau exec, moi, il n'y a pas une conversation que j'ai avec nos DG ou nos vice presidents aux États-Unis où ils me disent Alia, regarde mon équipe, j'ai que des hommes blancs, ils ont la quarantaine. Est-ce que, voilà, je pense qu'il nous faut un profil un peu différent, si tu veux, who's gonna move the needle, comme ils peuvent le dire. Donc, Mhm. il y a, en tout cas au sein de ServiceNow, un appétit réel pour créer des équipes plus diverses. Ça, c'est sûr. Pour d'autres sociétés, dans un premier temps, tu ne peux pas lancer une politique sur la diversité sans évangéliser, sans avoir l'appétence du business. Je pense que là, tu vas essentiellement échouer. Donc, nous, ça a commencé il y a 2 ans, uniquement la partie d'évangélisation, la mise en conscience, c'est encore une fois, hein, c'est de la vente en interne. Quand tu parles à un directeur commercial, lui qui a juste envie de faire un recrutement parce qu'il a besoin d'une personne qui va clore son quota de 10 millions à l'année, Mhm. de lui dire oh d'ailleurs, qu'en penses-tu de la diversité? Bon, voilà, ce n'est pas quelque chose qui peut être implémenté du jour au lendemain. Ça s'inscrit dans une conduite du changement, dans une politique d'influence, mais
surtout, on s'implique en tant que société à conduire ces projets sur le long terme. D'accord. Si on parle un peu de comment tu en es arrivé à ton rôle maintenant, ça a été quoi les principales étapes pour arriver à ton niveau de responsabilité? Juste, j'ai travaillé dur. Voilà, j'ai travaillé dur. Je pense qu'aujourd'hui, le succès, entre guillemets, hein, on a tous une définition du succès. Alors, c'est une opportunité qu'on m'a donnée. Honnêtement, moi, je n'ai jamais été très carriériste. Mais voilà, j'ai travaillé dur, j'étais impliquée, j'ai gagné, je pense, l'estime et le respect de nos execs. Et donc, mon manager m'a donné cette opportunité je suis la seule en Europe, hein, à recruter les execs. Et je sais que certains de mes collègues auraient aimé être à ma place, donc j'en suis honorée. Mais voilà, travailler dur, garder un état d'esprit ouvert, apprendre, ne pas partir du principe qu'on sait tout. Je pense que ça, de mettre un peu de côté son arrogance, même si on a un niveau de performance qui est bien, je pense que c'est important de garder cette humilité face à la connaissance. Je pense que c'est ce qui m'a permis d'en arriver là. Et puis, forcément, j'avais déjà cette expérience à l'international. Donc, je partais avec quand même je dirais un peu d'avance. D'accord. Et donc, tu portes le voile. Est-ce que tu penses que ça aurait été possible d'arriver à ce niveau en France? Alors, c'est une question qui fait débat. Moi, j'ai envie de te dire que oui, même si c'est utopique. Et je vais te donner un exemple après. Donc, tout d'abord, moi, je ne représente personne, hein. Je pense que les femmes musulmanes sont diverses dans leur degré de pratique, dans leur manière de révéler leur pratique également. C'est un choix personnel, honnêtement, qui ne devrait pas faire débat, mais ça fait débat, on le sait en France, du moins. Il faut savoir qu'au Royaume-Uni, les lois du travail sont exceptionnellement strictes lorsqu'il s'agit de discrimination. Et moi, je ne suis pas dupe, hein. Il m'est arrivé parfois d'arriver dans des meetings où j'étais la seule femme, en plus racisée, et je sentais forcément que dès que j'allais ouvrir la bouche, voilà, toutes les personnes allaient m'écouter, qu'il fallait que je prouve que je peux m'exprimer, que je suis un peu normale. Maintenant au UK, encore une fois, moi, j'ai jamais fait face à la discrimination en tant que telle. J'ai eu quelques remarques qui me sont passées par-dessus les épaules, honnêtement. Mais le challenge pour moi, c'est que je suis une femme, une mère qui travaille et qui évolue dans un milieu qui est très masculin. Je pense que le challenge principal, c'est déjà, dans le milieu de la tech, d'être une femme, voilée ou non. Au moins, voilée, les gens savent à quoi s'attendre. Certains pensent que ça nous dessert. Moi, ça m'arrange finalement qu'on ne m'invite pas au pub. Ça m'arrange qu'on ne m'inclue pas dans des conversations qui ne sont pas très appropriées. En France, effectivement, oui, c'est un problème, mais je pense que les mentalités vont évoluer. Je vais te donner un exemple de Malika qui m'avait contactée. Donc, on a créé un groupe sur Facebook qui s'appelle le Réseau des professionnels musulmanes de France, qui m'avait envoyé un CV par l'intermédiaire donc, de ces réseaux, qui m'a dit Alia, voilà, j'ai arrêté de travailler pendant 3 ans pour élever mon petit. Je travaille dans le sud de la France. Donc, elle m'envoie son CV, photo d'elle avec un voile très présentable, super école de commerce. Elle travaille dans le marketing. Donc, je vais donner quelques conseils. Et Malika m'écrit, et je vais te lire exactement ce qu'elle m'a écrit. Elle me dit « Évidemment, tout mon entourage pointe du doigt mon voile, mais je n'aime pas les discours victimaires. Oui, la discrimination contre les femmes qui portent le voile existe et est bien réelle, mais je reste convaincue qu'une grande partie de la réussite d'une personne vient d'elle-même et de ce qu'elle transmet sur sa personnalité. Si on se nourrit des discours « tu ne trouveras pas de job à cause de ton hijab », forcément, on n'en trouvera pas, car ce type de discours mine la confiance en soi et crée beaucoup de ressentiment.
2 mois après, elle a trouvé un travail pour une société de marketing dans le sud de la France. Alors, t'imagines, elle porte le voile. Le marketing, c'est un secteur complètement bouché et en plus dans le sud de la France. Alors moi, je lui avais dit, si tu étais à Paris, j'aurais pu essayer de, de t'aider. Eh ben non. Donc, c'est un exemple. Et il y en a d'autres. Il y en a d'autres. En France, effectivement, il y a toujours un problème de discrimination, mais les choses évoluent. Et pour faire évoluer les choses, au final, il faut plus de gens comme Malika qui l'encouragent. Et Malika, c'était un exemple pour moi d'une force et d'une résilience, d'un esprit de croissance. Et je pense que des Malika, il y en a beaucoup. Voilà, donc rien n'est désespéré. D'accord. Si tu avais un conseil, je pourrais donner de manière générale à n'importe quelle personne issue de la diversité qui a plus de mal en France. Ça peut être musulman ou maghrébin ou n'importe quelle diversité. Écoute, j'ai un autre conseil, j'ai une autre anecdote à te dire. Ok. C'était il y a 2 ans, je m'en rappelle. On avait, pour une autre société, avant que je rejoigne ServiceNow, on avait une fonction, donc j'étais mandatée pour recruter notre futur directeur général France, donc big boss pour la France. Et donc, le manager était basé aux États-Unis. C'est une personne qui a managé des équipes mondiales, qui avait travaillé pour Oracle, Microsoft. Voilà, une personne qui avait plus de ce qu'on appelle un vétéran dans l'industrie du software. Et là, il y avait parmi la shortlist de candidats, donc on avait retenu un cabinet de chasse. Il y avait une personne voilà, qui s'appelait Malik, je pense, ou Mohamed, donc un frère. Et là, il regarde le CV, on était je me rappelle, en Zoom, conférence vidéo, il me dit « Ah, ça c'est nord-africain, ça », en anglais. Et là, un peu gênée, je me dis oui, je m'attendais au pire. Et là, il me dit « Ah, moi j'aime beaucoup les profils nord-africains, d'origine nord-africaine. Ils ont l'esprit du survivant, ils en veulent et généralement, ils réussissent beaucoup mieux que les personnes de souche. » Et j'étais restée, mais un peu bouche bée. Et oui, et bien entendu, au cours de sa carrière, il a recruté des équipes commerciales, donc des ingénieurs d'affaires, qui sont quand même, c'est des personnes qui vendent des solutions qui génèrent des millions pour une société, donc qui apportent beaucoup de valeur. Et lui était très enthousiaste à l'idée justement d'avoir une personne d'origine nord-africaine. Voilà. Donc, il ne faut pas désespérer. Je pense que effectivement, pour une personne qui essuie des discriminations constantes, c'est difficile de rester optimiste. Je sais qu'il y a des personnes en France, des sœurs qui décident de ne pas porter le voile pour aller au travail et c'est leur décision. On doit respecter, bien entendu, leurs décisions et ne pas être intrusif et dire ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon. Il y a des personnes qui, comme Malika, refusent de ôter leur voile pour plaire à un employeur. C'est également tout à leur honneur. Et puis, il faut savoir que lorsque l'employeur vous recrute pour vous, dans votre intégralité, je pense que c'est une personne en qui vous pouvez faire confiance. Voilà, donc les choses évoluent, je le vois. Il y a également des personnes de la communauté qui créent leur société, qui ont beaucoup plus d'impact. Donc, j'espère que dans 10 ou 15 ans, ce sera juste un détail. Oui, on espère. En termes de conseils pour la recherche d'emploi, on sait que ça évolue très rapidement. Donc, on a beaucoup d'outils comme LinkedIn, tout ça. C'est quoi qui marche le mieux? Le réseau. Et le réseau, ça ne veut pas dire connaître 1000 personnes. C'est connaître quelques personnes, avoir des contacts sincères et de qualité. Et tu as 3 personnes qui vont pouvoir t'ouvrir 10 portes. Maintenant, le milieu de la technologie est très concurrentiel. Il y a quand même un bon boom. On fait souvent référence à la guerre des talents. Un autre conseil pour une personne qui démarre sur le marché du travail, c'est surtout de choisir son manager et la culture d'entreprise. Aujourd'hui, il y a tous les outils en ligne pour mesurer la culture d'entreprise, Glassdoor, par exemple. Se renseigner sur son manager, c'est très important. Lorsqu'on démarre dans l'emploi ou dans le milieu du travail, avoir un bon mentor, je pense que c'est instrumental pour son succès futur. Voilà, et ne rien lâcher. Ensuite, pour les entretiens,
les entretiens, ça se prépare. D'accord? Ça se prépare. Même si on a le meilleur CV du monde, si on n'arrive pas préparé, si on arrive avec des questions un peu fluffy, comme on dit en anglais, non. Je pense que là, on jette toutes ses chances à la poubelle. Donc, préparer, se renseigner sur la société. Euh, on n'est plus en 2002 ou en 98. Toutes les données sont disponibles sur Internet. Je pense qu'aujourd'hui, chaque personne doit faire l'effort de se préparer et pour des fonctions commerciales, traiter un entretien comme un exercice de vente. Ça également, c'est très important. Donc, du coup, le réseau et bien préparer son entretien. Tout à fait. Euh, pour toi, qu'est-ce qui fait un bon candidat? Quelles sont les informations que tu recherches quand tu pars à la chasse au candidat? Alors, ça va dépendre déjà de ce que tu recherches, hein. Bien entendu, moi, j'ai jamais recruté malheureusement de stagiaires ou de jeunes talents. Donc, si on part d'un point de vue d'exécutif, soit je vais avoir des données en interne, des informations sur la performance de ce manager. Pour moi, encore une fois, c'est la capacité de verbaliser sur ses antécédents ou les succès, de comprendre les modèles de réussite. Mais aujourd'hui, il faut savoir que l'expérience n'est pas un indicateur de performance. Ça, c'est très important. C'est pas moi qui le dis, c'est Harvard Business Review. Donc, nous, on a des outils d'évaluation pour mesurer le potentiel versus l'expérience. Et d'autres candidats, je pense, c'est la capacité, un candidat qui a la capacité à se remettre en question et à identifier des gaps. Donc, c'est vrai que moi, je challenge beaucoup les candidats pour savoir s'ils peuvent faire de l'introspection et s'ils ont l'humilité de dire j'aurais peut-être un besoin de coaching sur cette partie ou cette partie. Moi, un candidat qui n'arrive pas à se remettre en question, c'est un candidat qu'on ne va pas pouvoir coacher et c'est un candidat qui ne va pas pouvoir apprendre. D'accord. OK. Disons qu'on souhaite rejoindre une entreprise. Donc, on n'a pas de réseau pour rejoindre une compagnie X ou Y. On sait qu'on veut rejoindre l'entreprise. Par où est-ce qu'on commence? Déjà, on peut aller voir sur le site de l'entreprise. Oui. On peut aller sur LinkedIn. Est-ce qu'on contacter directement un manager ou un responsable? Donc, je pense que tu as les différents canaux d'application, donc le site carrière de la société. Et ensuite, effectivement, moi, c'est pour te dire, si tu penses, les équipes de recrutement Microsoft qui reçoivent des centaines de candidatures par jour, d'accord? Comment est-ce que tu peux faire en sorte que ta candidature va être valorisée ou même vue par l'équipe recrutement? Effectivement, contacter le recruteur sur LinkedIn. Si tu es malin ou maligne, tu peux essayer d'identifier le manager opérationnel. C'est facile, hein. Moi, je recommande pour toute personne en recherche d'emploi de s'abonner à la partie premium de LinkedIn. Je ne connais plus les tarifs, mais ça te permet au moins d'envoyer des emails et de contacter ces personnes. Contacter le manager opérationnel. Par contre, bien peaufiner sa mise en contact, à savoir quel est l'objet de ton contact et pourquoi, et relancer une fois. Je pense que les personnes qui relancent 3 à 4 fois, ce n'est pas forcément la bonne méthode. Mais effectivement, contacter les managers opérationnels, les chargés de recrutement et ce contact, souvent, hein, ça peut faire la différence. D'accord. Certains, parfois, proposent directement un appel. Enfin, directement, est-ce qu'on peut Oui. avoir un rendez-vous? Est-ce que c'est une bonne approche ou c'est mieux de Oui, laisser? bien sûr, puisqu'il se peut qu'il soit intéressé par ton profil, mais qu'il n'ait pas identifié une opportunité cohérente dans la société. Donc, on s'inscrit dans une logique de pipeline. Et bien entendu, oui, moi, je recommande toujours de garder un état d'esprit. Ensuite, ça dépend, hein, si on reçoit tous des messages d'approche directe. Si toi, tu es en recherche d'emploi, bien sûr, je pense que c'est important de parler à un maximum de gens. D'accord. Est-ce qu'il y a des différences notoires entre candidats et recruteurs en Europe, déjà en France, Angleterre,
Je ne sais pas si toi, tu gères un peu les recrutements en dehors de ces deux pays, mais s'il y a d'autres Ah questions. oui, moi je couvre France, Angleterre, Pays-Bas, Allemagne, Suisse, Dubaï, Italie, Espagne. Donc oui, il y a des différences qui ont attrait à la culture, mais c'est vrai que je pense que c'est important de prendre conscience de certaines différences culturelles et de différentes approches par rapport au business. C'est bien d'avoir ça dans son esprit, mais aujourd'hui, notre culture, il faut qu'elle soit quand même la même dans tous les pays. Bon, c'est difficile hein, à mettre en pratique. Donc, effectivement, je sais qu'en Europe du Sud ou même au Moyen-Orient, il y a également des lois du travail qui sont différentes. En Arabie Saoudite, sur les descriptifs de job, tu indiques si tu veux une femme ou un homme, très spécifiquement. Donc, D'accord. c'est une complexité. Maintenant, pour une société mondiale, il est important pour nous d'avoir des procédés de sélection qui restent les mêmes et qui restent consistants. D'accord. Est-ce que tu penses que c'est peut-être la chose la plus importante quand on cherche du travail, de bien regarder la culture d'entreprise en cohérence avec ce qu'on cherche? Voilà, il y a deux choses qu'il faut regarder, je pense, hein, en tant que candidat, c'est le potentiel de croissance de la société, Mhm. mais avant cela, la culture d'entreprise. Aujourd'hui, nous, on est en train de remplacer le terme culture par valeur, D'accord. d'accord? Parce que Ouais, différent. culture, bah, la différence, si tu veux, dans le passé, tu as beaucoup de managers qui vont rejeter des candidats pour la raison suivante, ce n'est pas un bon fit culturel. Mhm. Ça ne veut rien dire. Et la raison pour laquelle on remplace culture par valeur, c'est qu'aujourd'hui, ça rentre encore une fois en ligne avec notre politique de diversité, au lieu de recruter des candidats qui vont fitter, qui vont entrer dans le moule Oui, culturel, nous, on veut des candidats qui vont ajouter de la valeur. C'est d'accord. une différence assez subtile, mais assez importante. Euh, donc, les valeurs de l'entreprise ou la culture d'entreprise, c'est aujourd'hui, au-delà des solutions ou de la technologie qu'elle sert, c'est quand même l'élément distinctif de performance. Parce que D'accord. tu peux avoir les meilleures solutions du monde. Si tu as des leaders qui perdent tout leur talent, tu ne pourras jamais croître. Donc, Mhm. pour nous, c'est vraiment important de recruter des leaders qui vont pouvoir être les ambassadeurs de ces valeurs. Et aujourd'hui, le leadership, ça ne se fait plus sur les notions de peur et d'autorité. Hein. C'est fini. Aujourd'hui, nos leaders, ce sont des personnes qui sont responsables pour le développement de leurs équipes. Ce sont des leaders qui peuvent être perméables au changement, notamment dans l'industrie technologique. Tout change, tout évolue. Il faut savoir s'adapter de manière consciente et pouvoir prendre les équipes avec eux sur ce parcours. Et Mhm. ce sont des leaders qui vont manager avec des notions d'empathie, plus des notions d'autorité ou de peur. C'est fini. Hein. Ça, c'était dans les années 80-90 et ça ne marche pas. D'accord. Quand on a un entretien avec une entreprise et qu'on a été accepté, qu'est-ce qu'il faut négocier à tout prix? Alors, ça dépend. Premier entretien, entretien final. Je pense qu'il est Ah, important ça, aujourd'hui. c'est notre question. Quand négocier quoi? C'est aussi notre question. Oui. Quand négocier quoi? Alors, si c'est une question assez difficile parce que ça va dépendre également des fonctions. Euh, lorsqu'un candidat passe un entretien aujourd'hui, il faut savoir que l'entreprise a autant besoin de cette personne que cette personne a besoin de cette société. C'est win-win. Mhm. On est dans une logique aujourd'hui où le candidat passe un entretien, mais également interviewe son futur employeur. D'accord. Donc, il faut vraiment poser les bonnes questions. Hein. Je trouve quand même ça aberrant lorsque, à la fin d'un entretien, je demande à un candidat ou une candidate, est-ce que vous avez des questions pour moi? Et qu'on me dit, ah bah non. C'est voilà, Vraiment, préparer ces questions en avance, montrer quand même un élément de curiosité. Donc, passer dans cet état d'esprit, bien entendu, au-delà de la préparation qu'il faut faire en amont. Et ensuite, il faut, si c'est un premier entretien, par exemple, poser la question, quel est votre processus de recrutement?
combien d'étapes? Ça, c'est important de savoir quel est le processus de recrutement. Est-ce qu'il y a 2, 3, 4, 10 Oui. entretiens à venir? Surtout des questions ouvertes du type comment est-ce que vous pouvez mesurer le succès? Quelles sont les mesures de performance pour ce rôle? Que Oui. recherchez-vous? Voilà, c'est des questions ouvertes et je pense que la personne en face de vous va apprécier parce qu'au final, le candidat s'intéresse au succès du recrutement. Et Mhm. vous repartez avec des éléments qui vont vous permettre d'être encore plus performant pour le second entretien. Prendre des notes, c'est assez important. Prendre des notes, les informations qui vous sont communiquées, ça peut également jouer en votre faveur. OK. En termes de choses à négocier, donc on peut négocier son package, donc son salaire, Oui. avantage, comment est-ce qu'on approche tous ces éléments et Mhm. comment on sait que si on a atteint la limite de ce qu'on peut négocier. Alors, je pense que sur la partie salariale, tout d'abord, avant de négocier son salaire, c'est d'informer sur les prétentions salariales. Mhm. Première conversation, moi j'attends quand même qu'un ou une chargée de recrutement qualifie ce détail. C'est un détail, mais ça reste important. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de débats à savoir est-ce que les candidats doivent forcément donner leur salaire actuel? Oui. Nous, on part du principe, en tant que société, que non. La question que je pose est la suivante. Quelles sont vos attentes? Mhm. Si le salaire me paraît quand même irréaliste, hein, je vais demander, voilà, quel est votre rationnel pour ce package? Est-ce que c'est relatif à ce que vous percevez aujourd'hui ou aux sociétés qui vous chassent? Oui. Mais nous, on demande surtout quelles sont vos attentes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, au niveau exécutif, il y a quand même un gap entre le salaire des femmes et des hommes. Donc Oui. moi, ça ne m'intéresse pas de savoir quel est le salaire actuel d'une femme, parce qu'en majorité, elle sera sûrement moins payée qu'un homme. Donc Mhm. il est important de partir du principe des attentes en ligne avec, nous on a toutes les données européennes pour l'industrie technologie par niveau et grade, hein, D'accord. des salaires. Donc ça se fait de manière très scientifique. Donc moi, je sais si les demandes sont exacerbantes, hein, je Mhm. vais le dire honnêtement avec le candidat en disant bah, vos attentes, elles sont au-delà des attentes du marché et de ce qu'on peut offrir. D'accord. Voilà, donc au moins, on se met d'accord sur ce principe. Mhm. Mais on parle en termes d'attente. Ensuite, il y a d'autres sociétés qui demandent des fiches de paye, notamment sur des fonctions commerciales, pour savoir si ces personnes ont fait leur quota et ont eu leurs objectifs. Nous, on n'est pas là aujourd'hui parce qu'on est plus intéressé par ce qu'un candidat peut apporter que par ce qu'il a fait dans le passé. Mhm. Il y a un élément qui est de plus en plus populaire, c'est de pouvoir travailler en remote, donc en télétravail. Est-ce que c'est quelque chose qui vous est demandé de plus en plus? Oui, tout le temps, tout le temps. Moi, ça fait déjà plusieurs années, disons, ça fait oui, 3 ans là en fait, comme je couvre l'Europe, je peux travailler de n'importe où, hein. D'accord. Donc là, je suis à la maison, OK. je vais dans nos bureaux à Staines ou à la City. En décembre, j'ai travaillé de Paris. Mhm. Donc, c'est effectivement, je pense qu'en tant qu'employeur, surtout dans l'industrie de la tech aujourd'hui, si l'employeur n'a pas de politique de remote working ou n'offre pas cette flexibilité, il va être très difficile d'attirer les talents, Oui. de toute génération, hein, comprise. Et encore une fois, je pense qu'une société qui est rigide sur le remote working va également fermer ses portes aux mamans qui travaillent. Donc moi, les vendredis, j'ai envie d'amener mon fils à la crèche, ma fille à l'école. Voilà, je travaille de la maison, je prends le temps. Mon manager est au courant et il respecte cela. Donc moi, je suis contente et donc plus performante. Et je sais qu'en France, la culture de office work, elle est encore très Ah, ancrée. Je pense que ça va évoluer. Nous, on a des conversations avec nos dirigeants. Ça va évoluer parce qu'ils n'auront pas le choix, parce qu'à un moment donné, les talents ne seront plus intéressés. ouais. OK. Donc, merci pour tous ces conseils en termes de recrutement. Bah, je t'en prie. J'ai vu que tu as fait une expérience de volunteering, donc d'humanitaire en Mhm. Syrie en 2012.
Juste parler un peu de cette expérience. Oui, donc 7 ans déjà. Donc alors, c'est vrai que je me suis présentée au début. Donc moi, je suis née à Dijon. J'ai grandi dans la région parisienne. Mes parents sont syriens. Ils sont arrivés fin des années 70. Mon père était réfugié politique, donc il ne pouvait pas rentrer en Syrie. Ma mère était arrivée en France à l'âge de 18 ans. Et c'est vrai que pendant plusieurs années, je pense qu'on faisait partie vraiment d'une minorité dans la minorité, hein, parmi les populations arabes de France. Oui. Mais en 2011, lorsque le printemps arabe a démarré, moi personnellement, j'étais directement impliquée et touchée, hein, puisque j'ai vu des membres de ma famille qui ont tout perdu, à savoir d'autres membres de la famille. Donc ça a été quand même un choc pour nous, et ça a un peu changé notre perception sur la vie. Et donc, j'avais le sentiment, le besoin de faire quelque chose face aux conditions qu'il y avait notamment dans le nord de la Syrie, qui étaient bombardées et pilonnées sans cesse. Donc, en 2012, on s'est lancé dans une association caritative avec l'aide de 2 médecins anglais d'origine syrienne, Mhm. notamment Dr Al-Aqra, qui avait la cinquantaine, qui partaient en Syrie pour faire des opérations chirurgicales dans des zones bombardées, dans des hôpitaux de fortune. C'était souvent des caves. Donc, il faut savoir que c'est un médecin qui vit très bien en Angleterre. Il est originaire de Homs, mais qui prenait quand même le risque 2 fois par an de se rendre de manière clandestine. Donc, Hand in Hand for Syria, c'est une association qui fournit des accessoires médicaux, mais qui finance des hôpitaux. Malheureusement, ces hôpitaux de fortune sont bombardés également, constamment. Et ça, c'est fait de manière délibérée, bien entendu. Donc, je pense que là, on ne va pas entrer trop dans la politique, mais bon, les seules personnes qui ont accès à l'air, c'était essentiellement l'armée arabe syrienne et aujourd'hui les Russes. Donc en 2012, on a été très impliqués. Donc mon implication, c'était la collecte de fonds pour ces hôpitaux. On est parti en octobre 2012 dans le nord de la Syrie. C'était assez risqué, mais on était bien entourés. On a délivré 12 ambulances remplies d'équipements médicaux, bien entendu, donc aux alentours d'Idlib et de Halep. Il faut savoir, bien entendu, qu'il y a énormément de personnes qui ne sont pas syriennes également, qui ont été impliquées, qui nous ont aidés, qui sont même plus impliquées que moi. Donc, je n'attends pas à prendre du crédit. C'était pour moi quelque chose de normal et surtout l'envie de pouvoir aider. Maintenant, ça reste une goutte d'eau, malheureusement, puisque rien n'a changé. Mais en tous les cas, j'en garde beaucoup de leçons. Et c'est vrai qu'on parlait de carrière juste avant. Pour moi, tout ça, ça reste futile, hein, au final. Je pense qu'il y a des enjeux plus importants dans la vie d'un homme ou d'une femme et que tout ça, ça reste futile. D'ailleurs, je me rappelle en rentrant de Syrie, d'ailleurs, j'avais dit à mon patron que je partais à Paris, à savoir que il est interdit aujourd'hui d'aller en Syrie, comme tu le sais. C'était interdit en 2012. J'aurais pu être arrêtée et soupçonnée de terrorisme, très simplement, même si je travaillais pour une association, même si j'étais volontaire au sein d'une association humanitaire. Et j'étais rentrée, donc, je me rappelle, de la Turquie avec, j'ai des souvenirs qui, malheureusement, vont me hanter, je pense, jusqu'à la fin de mes jours. Des images qui vont rester avec moi, ça c'est sûr. Je pense que j'étais pas préparée. C'était peut-être, comment dirais-je, peut-être un manque de maturité, mais j'étais pas préparée psychologiquement, voilà, à voir ce que j'ai vu. Et donc, effectivement, pendant une semaine, j'étais dans un état proche d'un ce qu'on appelle de dépression post-traumatique. Mais ça, je
je n'en parlais pas. Et je me rappelle revenir au bureau et être dans cette salle de réunion et d'entendre parler d'un briefing sur des choses complètement futiles et ces images qui se bousculaient dans ma tête en parallèle. Et là, j'ai quitté la salle et j'avais dit à mon boss, je suis désolée, je me sens pas bien. En fait, j'ai eu un choc. J'ai dit, je dois rentrer chez moi. Donc, voilà, alhamdoulilah, après une semaine ou deux, avec l'aide de mes parents, de ma famille, je me suis un peu remise à pied, mais c'est une expérience qui m'a profondément marquée. Et donc, j'ai tout le respect pour ces personnes qui font ça au jour le jour. Donc, je connais beaucoup d'humanitaires, Moussa El Yacoub, notamment, qui était emprisonné au Bangladesh. Donc, voilà, beaucoup de respect pour ces humanitaires qui en font le combat de leur vie. Oui, c'est clair. Comme tu le dis, si on n'y est pas, on ne peut pas vraiment comprendre ce qui se passe. C'est ça, en fait. Je pense qu'il y a des images, on a tous accès à des images horrifiques aujourd'hui, mais de parler, de regarder moi, j'ai eu des conversations, tu parles avec une dame qui te reçoit un grand sourire, qui te reçoit comme une reine alors que tu n'es rien, qui te prépare le café, et tu sais qu'elle vit dans des conditions assez minimes. Et il y a la photo de son fils accrochée, et tu sais qu'elle elle a vu son fils tomber sous les balles 2 semaines avant dans ses bras. Et elle te dit au revoir avec les yeux larmoyants. C'est des choses qui restent avec toi toute ta vie. Donc, ces grosses leçons d'humilité, forcément, pour moi, ça a été une prise de conscience, également une exacerbation spirituelle pour moi, à savoir qu'il y a des choses plus importantes que la carrière, que l'argent, que négocier son salaire. On fait ça de manière un peu alimentaire, même si j'aime mon job, hein, bien entendu, mais il y a des choses qui sont, je pense, pour un être humain plus importantes, et essayer d'aider là où on peut. Il n'y a pas de don plus important que d'autres. Une personne qui va donner 5 euros, mais qui galère à faire ses fins de mois, a d'autant plus d'honneur qu'un médecin qui a eu la formation et qui va sauver des vies. D'accord. Tu t'investis toujours dans l'humanitaire ou dans l'aide associative? Alors, de manière sporadique, à savoir que nous, on n'a plus de famille en Syrie aujourd'hui. Ils sont tous réfugiés en Turquie. Donc, ça commence maintenant par la famille. Hein. C'est vrai qu'en 2012, c'était quelques villes en Syrie. Aujourd'hui, moi, mes parents venant de la ville de Hama, qui a été également pillonnée et bombardée, aujourd'hui, nous, on aide à notre niveau, disons. D'accord. Quelles ont été les plus grosses difficultés dans ton parcours? Professionnelle ou Parlons de professionnel, oui. Ouais, je pense que personnellement, en 2012, en 2011, ma vie a été complètement basculée et presque mise en parenthèse. C'est dans un temps de travailler normalement, et dans un second temps, c'est d'être témoin de l'horreur, tout simplement. Vraiment de l'horreur. Rien de normal. Il n'y a rien de normal à savoir qu'une école se fait bombarder et que des parents enterrent leurs enfants. Et ça, sans pouvoir en parler de manière ouverte, si tu veux, il y a également la guerre de l'information sur la Syrie qui est assez frustrant. Aujourd'hui, c'est un bordel. Hein. C'est vrai qu'en 2012, nous, lorsqu'on était entrés, l'État islamique n'avait pas encore pourri le reste de la Syrie, en plus de l'armée d'Assad. Mais je sais que mon amie, Iman Murphy, qui était une sœur irlandaise, elle était retournée 3 mois plus tard et elle avait dû ressortir par crainte d'être kidnappée. Ça s'est complexifié. Voilà, donc il y a une guerre de désinformation. Donc pour moi, je dirais que ça a été les plus grosses difficultés dans mon parcours, au-delà des difficultés normales qu'une personne peut rencontrer dans n'importe quel parcours, c'est d'avoir été témoin d'une des plus grosses catastrophes humanitaires qui ont marqué ce siècle. Ça me rappelle un peu la réalité. C'est vrai qu'en dehors de ces pays en guerre et en difficulté, on ne sent pas vraiment tout ça. On est un peu dans notre bulle, on ne se rend pas compte que
on est privilégié en fait par rapport à toutes ces personnes. Tout à fait. Et c'est un bon rappel. Et du coup, si on veut aider, par exemple, c'est les dons, c'est peut-être la seule chose qu'on peut faire. Il y a différentes manières d'aider. Moi, je connais notamment Renette Goldberg, elle est française, elle est très impliquée. Elle reçoit beaucoup de réfugiés. Elle les aide dans leurs démarches administratives. Il y a d'autres médecins. Je sais qu'en France, il y a quand même beaucoup d'associations qui œuvrent encore avec la Syrie, Syria Charity. Ma meilleure amie Corinne, voilà, qui était venue avec moi en Syrie en 2002. Je sais qu'elle donne un peu de son temps là pour une association de réfugiés dans le 14e. Donc, En il y a 2012. différentes manières d'aider. Non, elle était venue avant la guerre. Okay. Ouais. On arrive à la fin de ce podcast, on arrive au bout du temps. Juste avant de terminer, j'ai 2-3 petites questions. Du coup, quels sont tes projets pour la suite? Est-ce que tu as des ambitions? Écoute, professionnellement parlant, je n'ai pas d'attente. Moi, je suis très heureuse là où je suis. J'apprends énormément encore. Je suis honorée de pouvoir aider, contribuer à la croissance de ServiceNow. Donc moi, mes projets pour la suite, déjà, je sais que 2020 et 2021, ça va être assez ambitieux pour nous. Donc au jour le jour, disons. Donc je n'ai pas des projets très ambitieux. D'accord, ok. Ça veut dire que tu te plais bien dans ton travail et c'est assez voilà, tout à fait. rare. Ça devrait pas l'être, mais c'est super. Est-ce que tu as un livre ou une référence, podcast ou autre qui t'a particulièrement inspiré que tu lui souhaiterais recommander? Écoute, moi, le livre qui m'a ouvert les yeux, et pour moi, c'est une révolution, alors le titre en anglais, c'est Mindset, The New Psychology for Success, ce que tu peux traduire par l'état d'esprit, la nouvelle psychologie de succès de Carol Dweck. Et Carol Dweck, c'est une psychologue renommée à l'université de Stanford. Elle a passé 20 ans de recherche sur les notions de succès et d'accomplissement. Et sa découverte et sa conclusion, c'est que le succès ne se base pas sur des compétences, mais le succès se base sur un état d'esprit de croissance. Donc, il y a état d'esprit de croissance et état d'esprit fixe. Et là, c'est un message également que je veux donner. Tu vas au groupe, aux sœurs et aux frères qui n'ont pas fait de grandes études, qui viennent d'un environnement, qui ont la mauvaise adresse sur leur, sur leur CV, à savoir que l'esprit de croissance, c'est la capacité d'apprendre, la capacité de se relever de ses échecs. Une personne très intelligente, et j'en ai connu, à qui on a répété pendant toute sa scolarité à quel point il ou elle est brillante, peut finalement développer un état d'esprit fixe. Donc, son esprit est imperméable aux idées nouvelles, donc est imperméable à la connaissance et au progrès et au succès. Et aujourd'hui, les sociétés recrutent en tous les cas, nous, le growth mindset ou l'esprit de croissance est plus important que le diplôme. Beaucoup plus important que le diplôme. Donc, ça reste, je pense, très optimiste pour l'avenir. Et moi, j'ai un sentiment de gratification lorsque je sais que la personne que je recrute vient d'un environnement défavorisé qui n'était pas destiné à réussir. Il y a des intersections dans la discrimination, à savoir Rachid, qui a fait prépa au lycée Henri IV et une super école d'ingénieurs, a peut-être plus de chances de réussite que je ne sais pas, Laurent, qui n'a pas étudié et qui habite dans la banlieue parisienne. Il faut prendre en compte ces intersections, c'est important. Donc, ça, c'est un livre qui m'a ouvert les yeux. Et nous, au sein de ServiceNow, Growth Mindset, ça reste une de nos valeurs les plus importantes. Donc, l'état d'esprit de croissance. Comment est-ce que tu jauges l'état d'esprit de quelqu'un? Ça peut être des challenges. Comment est-ce qu'ils vont surmonter certains changements? Une personne qui a un état d'esprit fixe et qui part du principe qu'il ou qu'elle connaît tout, lorsqu'il s'agit de dire à cette personne que ça ne marche pas, c'est une personne qui va très souvent se braquer. Une personne qui part de rien, mais qui apprend sur le tas et qui garde, parce qu'il faut savoir, lorsqu'on apprend, on perd de son arrogance.
Ça, c'est une mécanique qui est naturelle. C'est-à-dire qu'on est vulnérable. On demande à savoir comment est-ce que je peux m'améliorer. Donc, cette humilité, c'est quelque part un moteur de performance. Oui. D'accord. Écoute, je mettrai tout ça en Voilà. description. Merci beaucoup pour tous tes conseils et tes références et tout ce qu'on a pu Je t'en partager prie. pendant la dernière heure. Et en tout cas, je te souhaite une bonne continuation pour la suite et pour tous tes projets. Merci à toi également. Très bonne continuation. Et merci de m'avoir donné l'opportunité d'échanger. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et si vous voulez soutenir le podcast, n'hésitez pas à le partager à votre entourage en envoyant le lien du podcast ou en partageant la page Facebook Muslim Makers. On se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah, avec un nouvel invité.